solutions que nous proposons pour y remédier. Nous n'y arriverons que dans la lucidité. Nous ne pouvons pas nous mentir sur les menaces qui nous visent, ni sur les faiblesses corrigées de nos armées. Le gouvernement, à la demande du président de la République, proposera un texte de réactualisation de la programmation militaire en début de l'année 2026 au Parlement, conformément aux annonces du chef de l'État le 13 juillet dernier à l'hôtel de Brienne. Heureusement, nous ne partons pas de rien. Depuis 2017, le budget du ministère des Armées est passé de 32,7 milliards d'euros pour atteindre 57,1 milliards d'euros l'année prochaine, si les crédits prévus par le projet de loi de finances sont adoptés. Il prévoit une marge d'augmentation du budget de 6,7 milliards d'euros, correspondant à l'augmentation de 3,2 milliards d'euros déjà prévue par la programmation militaire votée, augmentée de 3,5 milliards d'euros de surmarche proposée dans cette loi de finances. Ces crédits ont pour but de produire des effets très concrets pour le renforcement et la modernisation de notre modèle d'armée. Mais l'argent, s'il est essentiel, ne pourra pas et ne sera pas la seule réponse. Mesdames et messieurs les députés, ces crédits depuis 2017 et même depuis 2015, sous la présidence de François Hollande, ont déjà permis une remontée en puissance. Citons le renouvellement de nos capacités de dissuasion nucléaire, océanique comme aéroportée, pour les 30 prochaines années. La modernisation de notre armée de terre ou de nos sous-marins nucléaires d'attaque, mais aussi plus largement l'innovation qui doit rester. Donc demain, oui, il y a le forum, c'est ce que je vous disais. Hein. Demain, Jordan Bardella face aux Français. Donc demain, je vous ferai une vidéo sur ça aussi. Et les grands fonds marins. Mais depuis 2022, beaucoup de choses ont changé, ou en tout cas se sont prodigieusement Donc là, il y a Sébastien Lecornu qui parle pour le budget. Les enseignements pour notre réarmement, lucidement et en prenant, je le crois, les bonnes décisions. Mesdames et messieurs les députés, depuis l'agression russe en Ukraine en 2022, la dégradation de l'environnement sécuritaire s'est accélérée. Les théâtres ukrainiens, mais aussi au Proche et au Moyen-Orient, ont redéfini les contours de la conflictualité moderne avec le retour des guerres de haute intensité qui combinent les moyens conventionnels de masse et de saturation avec les armements de très haute technologie et la dronisation du champ de bataille, tout cela sur fond de chantage nucléaire. Le recours à des stratégies hybrides par des puissances adverses s'accélère et menace de fragiliser durablement l'Europe, la France en tête, jusque dans ses outre-mer, et plus généralement toutes les démocraties du monde. Ces stratégies, menées également dans les nouveaux champs de conflictualité comme les fonds marins ou la très haute altitude, se caractérisent par la conjonction de cyberattaques, de manipulation de l'information, de l'instrumentalisation du droit et de l'économie, de sabotage et du recours à des opérations militaires. Ces menaces hybrides visent à nous déstabiliser en touchant nos intérêts ou nos valeurs. Ces menaces contournent parfois notre dissuasion nucléaire. Elles font poindre un risque que les guerres d'avant ne permettaient pas de saisir complètement, c'est-à-dire, en somme, d'être défaits sans même avoir été envahis. La résurgence de la menace terroriste, malheureusement, se confirme. Les recompositions en cours au Moyen-Orient et en Afrique fragilisent durablement ces zones et sont contagieuses. Elles entraînent également l'activation en plus grand nombre d'individus inspirés par la mouvance islamiste sur le territoire national et le renouveau d'une menace en provenance de l'étranger d'inspiration djihadiste susceptible de passer à l'acte. 10 ans après les attentats du 13 novembre 2015, nous ne pouvons être absolument assurés qu'une telle attaque ne se reproduise pas au regard des mouvements djihadistes qui vont du Sahel au Khorasan en passant par le Levant. Enfin, nous assistons à des tensions, pour ne pas dire plus, entre États dotés, comme nous l'avons vu entre l'Inde et le Pakistan. La dialectique de certaines puissances évolue dangereusement sur l'arme nucléaire. À certains égards, les réflexes de maîtrise de l'escalade appris d'une partie de la guerre froide ont disparu. Sans oublier les transferts de technologies menant à une prolifération accrue de certains États, comme la Corée du Nord et l'Iran. C'est dans ce contexte que le président de la République, garant de notre doctrine nucléaire, aura l'occasion de s'exprimer au début de l'année prochaine. Face à l'ensemble de ces menaces, et en plus des défis que nous pose le réchauffement climatique,
Il faut ajouter la phase d'incertitude que connaît la relation transatlantique et qui perturbe, pour le moins, la plupart de nos voisins européens. Cette incertitude a vocation à durer, tant le pivot de l'Europe vers l'Asie et la Chine semble dominer l'ensemble des élites américaines. Il impose d'opérationnaliser et probablement encore de repenser le réveil stratégique européen. Je salue à cet égard toutes les initiatives lancées ces dernières années par la France pour accompagner, à l'époque parfois seule, le réarmement des nations de notre continent. Mesdames et messieurs les députés, les discussions du projet de loi de finances pour 2026 n'ont pas permis d'aborder en première lecture l'examen des crédits de la mission Défense. Pourtant, c'est un sujet qui peut nous rassembler. Si je demande aujourd'hui que nous débattions et que vous votiez, c'est pour envoyer un message à nos alliés comme à nos compétiteurs qui nous observent, et pour leur montrer que dans nos divisions éventuelles, nous nous retrouvons sur l'essentiel, c'est-à-dire la sécurité et l'indépendance nationale. L'accélération de notre réarmement par une augmentation des crédits de 6,7 milliards d'euros en 2026 se traduit par des chantiers prioritaires qui consacrent 14 enjeux majeurs pour préserver la crédibilité opérationnelle des armées françaises. Mesdames les ministres, Monsieur le ministre, permettez-moi de les détailler devant vous sous couvert de votre travail, par transparence et rigueur devant l'Assemblée nationale. Le premier défi pour l'année 2026 sera incontestablement celui des munitions. Trop de fois par le passé, nos militaires sont partis en mission sans un stock de munitions toujours suffisant pour accomplir leur mission en sécurité et dans la durée. Ce tabou doit être brisé pour de bon. Il y a donc urgence à reconstituer nos stocks, tant pour les missiles complexes que les obus ou les petits calibres. Le projet de budget prévoit une commande d'un niveau inédit qui doit engager les industriels dans une transformation profonde de leur outil de production pour produire plus vite et en plus grande quantité. Au total, nous vous proposons plus d'un demi-milliard d'euros de commandes de munitions supplémentaires. Le deuxième défi pour 2026 sera aussi celui d'un passage à l'échelle pour la production en masse de drones. Cette rupture technologique vient transformer les conflits armés. On le voit en Ukraine et au Proche et au Moyen-Orient. Cela est vrai pour les États, mais aussi pour les groupes terroristes. Les technologies évoluent en permanence. Elles deviennent obsolètes en à peine 2 à 3 mois. L'enjeu est donc double. D'abord d'être en capacité de produire des drones qui sont à jour technologiquement et d'autre part de les produire en masse pour saturer le ciel et permettre la pénétration d'une ligne ennemie par certains drones ou des missiles plus complexes. En 2026, les crédits de la mission Défense prévoiront le lancement d'une filière industrielle de production de drones pour 150 millions d'euros. Je veux remercier les industriels français qui ont pris le risque de relever ce défi en lien notamment avec nos amis ukrainiens. La défense surface-air et la lutte anti-drone constituent un troisième défi. La protection de notre ciel est la troisième urgence qui justifie l'augmentation des moyens. Les survols de drones de sites stratégiques sur le territoire national sont venus encore le confirmer il y a quelques jours. Le projet de budget prévoit l'achat de radars et de brouilleurs qui doivent protéger notre ciel contre les missiles longue portée, mais aussi contre les drones. L'industrie française produit le Santé, qui protège nos bases, qui est actuellement déployé en Ukraine. Sa nouvelle version, pour laquelle nous fondons beaucoup d'espoir, connaît un premier succès à l'export. Il va vite s'imposer, comme au Danemark, il sera un outil reconnu, encore plus efficace que le Patriot américain. Quatrième défi, la guerre dans le champ électromagnétique, qui est devenue une composante incontournable des opérations dans les trois milieux. Elle impose de pouvoir surveiller, se défendre et attaquer dans ce champ de conflictualité. Le segment de l'attaque électromagnétique, délaissé depuis la fin de la guerre froide, sera renforcé pour équiper nos armées de moyens de brouillage, de leurrage, d'interception et d'action électromagnétique allant de la faible à la forte puissance. Autre urgence, l'alerte avancée, qui sera un cinquième chantier pour nos armées. C'est une des grandes leçons de cette nouvelle donne. Il faut être conscient que la capacité à détecter et suivre la trajectoire des missiles qui cibleraient le sol européen est actuellement fournie par les seuls États-Unis d'Amérique, par le système Sioux. Ne nous mentons pas, cette dépendance n'est plus acceptable. Aussi, nous portons pour ambition que toutes les composantes soient rapidement développées pour surveiller en autonomie les approches de l'Europe et contribuer à leur défense.
Un système d'alerte avancée permanent sera acquis d'ici 2035. Le démonstrateur de radar Transhorizon Nostradamus, unique en Europe, sera porté à maturité opérationnelle, constituant ainsi la première brique d'alerte avancée d'ici 2030. La 6e urgence qui est devant nous est évidemment le spatial militaire. Des investissements majeurs ont aussi été engagés pour assurer notre indépendance. La menace se durcit dans l'espace, avec des puissances qui visent nos satellites et d'autres qui portent des projets inquiétants d'armes nucléaires embarquées dans l'espace, qui menaceraient des milliers de satellites en même temps et créeraient un grand blackout spatial. En 2026, le budget prévoira la commande de 4 satellites en orbite basse pour la revisite et la résilience, ainsi que des satellites patrouilleurs qui assurent la protection de nos infrastructures spatiales. Au-delà, un quasi-doublement du budget pour le spatial de défense est proposé d'ici 2030, le portant par rapport à celui initialement prévu dans la LPM à près de 10 milliards d'euros. L'innovation opérationnelle est la 7e urgence. L'intelligence artificielle est une technologie qui bouleverse le combat moderne, notamment pour déployer des flottes de robots, automatiser des attaques, repenser en temps réel des stratégies de défense sur un champ de bataille comme dans le cyberespace. Nous avons créé l'Agence ministérielle pour l'intelligence artificielle pour la défense pour répondre à ce défi technologique qui vient d'être doté d'un supercalculateur le plus puissant d'Europe pour le traitement des données classifiées. Ce modèle d'agence doit nous inspirer aujourd'hui pour l'ensemble de l'État dont la modernisation passe à coup sûr par l'intelligence artificielle. Et bien sûr, il y a le quantique, autre défi, sûrement encore plus brutal d'ailleurs, que nous relevons avec nos ingénieurs, nos start-up, la DGA et les grandes entreprises françaises. Nous n'avons pas à rougir. La France est au rendez-vous des grandes puissances sur ce sujet, avec un laboratoire qui sera créé en 2026 au sein du ministère des Armées pour fédérer l'ensemble des acteurs. Il permettra de développer des technologies qui seront embarquées demain sur notre futur porte-avions ou dans nos sous-marins pour les rendre notamment encore plus discrets. Mesdames et messieurs les députés, d'autres chantiers sont à traiter au cours de l'année prochaine. Je ne les développerai pas ici, la ministre des Armées et la ministre déléguée y reviendront. Citons la préparation opérationnelle, les feux dans la profondeur, l'engagement terrestre, le combat naval, l'aviation de combat, l'aviation de transport et la contribution de nos armées à la cohésion nationale. Sur ce dernier point, le service national, annoncé par le président de la République le 27 novembre dernier, accueillera 3000 jeunes Français dès l'été prochain. Il viendra pleinement faire évoluer notre modèle d'armée, en permettant à une classe d'âge de connaître une sensibilisation qui ne pourra qu'être utile à leur vie de citoyen, mais aussi à la montée en puissance de nos réserves et même des recrutements pour l'active. Ce service sera volontaire, il sera rémunéré et se déroulera sur le territoire national. Car ce réarmement ne peut être uniquement militaire, capacitaire, budgétaire ou technologique, il est aussi moral et humain. Je veux remercier les jeunes Françaises et les jeunes Français qui feront le choix de s'engager pour leur pays. Mesdames et messieurs les députés, ces moyens supplémentaires impliquent une mobilisation totale de nos industriels de la défense pour répondre à cette accélération, mais aussi à nos ambitions à l'exportation. C'est aussi un sujet que nous devons porter avec nos partenaires européens, car certains problèmes peuvent et doivent trouver des solutions mutualisables sans faire offense à notre souveraineté. La montée en cadence de la production d'armes ne concerne pas uniquement les pays en guerre ou les régimes autoritaires, mais désormais toutes les grandes puissances démocratiques. Le premier enjeu de notre stratégie vise à relocaliser des lignes de production, notamment pour la production de munitions. C'est ce que nous avons déjà accompli pour la poudre explosive avec Eurinco à Bergerac et que nous continuons de porter pour les munitions de petit calibre avec un soutien financier comme normatif de l'État. Demain, de plus en plus d'acteurs financiers privés devront investir dans cette filière qui retrouve un avenir. Produire plus, c'est aussi assurer notre approvisionnement en matières premières, notamment en poussant les industriels à constituer des stocks pour être résilients dans le cas de rupture d'approvisionnement pour des raisons géopolitiques. De manière plus globale, soulignons que des résultats importants ont été obtenus sur le temps de production de nombreux armements. Mais il reste encore beaucoup à faire, notamment concernant les missiles complexes. Nous n'y sommes pas encore. Des enseignements sont à tirer des industries civiles qui maîtrisent la capacité de produire en masse. Le gouvernement se félicite du rapprochement de plusieurs acteurs de l'automobile français avec notre industrie de défense pour partager leur expertise en matière de processus industriels permettant la production de masse
et l'optimisation des coûts. Mesdames et messieurs les députés, le renforcement de la base industrielle et technologique de défense, c'est aussi un enjeu pour nos voisins européens. Aujourd'hui, près de 65% des équipements européens sont achetés à l'extérieur de l'Union européenne, essentiellement aux États-Unis. Ce n'est pas ainsi que l'on construit l'autonomie stratégique nécessaire en la matière. C'est pourquoi la France se bat pour obtenir le respect d'une règle simple et de bon sens. L'argent européen, et donc du contribuable français, doit servir les intérêts européens et donc les industries européennes. C'est ce qu'on appelle la préférence européenne. Nous sommes en train progressivement de gagner cette bataille, comme le montre le bon atterrissage de négociations sur l'instrument SAFE, qui prévoit un prêt de 150 milliards d'euros pour acquérir en commun des équipements militaires, ou sur le texte EDIP, qui définit un programme de moyen terme pour l'industrie de défense européenne. Le respect de la préférence européenne est également un enjeu majeur de la négociation qui vient de s'ouvrir sur le cadre financier pluriannuel de l'Union européenne pour la période 2028-2034. Les lignes bougent favorablement à Bruxelles, mais notre vigilance, pour ne pas dire plus, doit rester totale, car pour certains, ce sujet continue à ne pas être une évidence sur une thématique qui reste la compétence des seuls États membres. Mesdames et messieurs les députés, nous devons donner aux armées de la France les moyens d'assumer son rôle de grande puissance, de garantir notre sécurité et de défendre nos intérêts partout sur la planète. L'instabilité politique nous bouleverse au sein de cet hémicycle, mais elle ne doit pas nous couper des réalités du monde, et nous nous devons de répondre à l'inquiétude des Françaises et des Français. Ils mesurent l'engagement absolu de leurs militaires et comptent sur eux pour les protéger. Le gouvernement appelle une majorité de députés à s'engager pour le réarmement de notre nation. Elle devra s'accélérer conformément aux annonces du chef de l'État. Pour y répondre, le gouvernement, je vous le disais, présentera un texte d'actualisation en transparence de la programmation militaire au premier semestre de l'année prochaine. À l'heure où beaucoup pensent que tout peut s'écrouler, que le déclin français est inéluctable, personne pour autant ne songe à douter de nos armées. Ce sont elles qui ont porté les grands succès de la nation. Ce sont elles qui ont relevé le pays de ses plus grands périls. Ce sont nos anciens combattants qui ont tenu bon dans la moiteur d'une tranchée, la fureur d'un champ de bataille, dans les tempêtes des océans et des mers, depuis les hauteurs d'un avion ou les profondeurs d'un sous-marin. Alors, mesdames et messieurs les députés, pour eux, pour la France, pour notre indépendance nationale, le gouvernement vous demande de débattre et de voter pour approuver ou non le principe, je dis bien le principe, d'une augmentation du budget de la défense pour soutenir une montée en puissance plus rapide de nos forces armées dès 2026. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le Premier ministre. La déclaration du Premier ministre Sébastien Lecornu. Le débat est ouvert sur l'augmentation de ce budget de la défense. C'est un sujet qui peut nous rassembler. On a bien entendu Sébastien Lecornu qui estime qu'il y a moyen de trouver un consensus sur ce dossier de la défense, sur ce dossier sécuritaire. Ulysse Gosset, il a aussi évoqué finalement un message, pas seulement à la France, pas seulement aux Français, mais un message au reste du monde. Oui, mais d'abord aux Français en citant le général de Gaulle et en disant « Il n'est pas question de laisser les Français dormir tranquilles face aux menaces qui sont aujourd'hui prégnantes et qui sont à la fois classiques, conventionnelles, mais aussi hybrides avec les cyberattaques. » Et donc, le ministre, dans ce discours qui est un discours programme, je dirais presque existentiel, pour reprendre une formule à la mode en ce moment, appelle au réarmement de la France. Et il demande aux députés de le suivre dans cette augmentation du budget de la défense qui est prévue. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'à la fois, il parle d'un effort massif sur les munitions, du passage à l'échelle pour les drones, du spatial militaire avec la menace de satellites qui transportent des armes nucléaires dans l'espace. Enfin, vraiment un tableau assez inquiétant de ce qui nous attend dans les années qui viennent. Donc, il demande aux députés, finalement, de voter comme à gauche. Mais je laisserai Valérie dire un mot à ce sujet. Oui, en fait, le groupe des députés insoumis votera contre cette orientation stratégique sur le budget de la défense. Il faudra voir les autres groupes prochaines années. Et donc, il va y avoir une nouvelle loi de programmation militaire. C'est absolument essentiel. Ça veut dire que non seulement il faut voter dès aujourd'hui l'effort, mais il y aura d'autres efforts à venir pour assurer la souveraineté et l'autonomie stratégique de la France et de l'Europe. Et il appelle notamment, effectivement, vous le disiez, l'extérieur, c'est-à-dire les autres pays européens, à acheter de l'armement européen et pas américain. Le message à Trump est clairement identifié là.
acheter du militaire, des armements français ou européens Bon, et les plus gars, américains. En fait, c'est un discours programme qui est très important pour ce Premier ministre qui était, rappelons-le, ministre des Armées avant d'occuper le poste à Matignon. Alors avant de détailler tout ça, les menaces et qu'il a égrenées effectivement, avant de détailler les urgences aussi, il a parlé des munitions notamment dont les militaires, dont les soldats ne bénéficient pas suffisamment. Je voulais qu'on évoque avec vous, Soisy, tout de même à quoi sert ce vote d'aujourd'hui. C'est un vote de principe, hein. Il faudra quand même voter le budget de l'État plus tard. C'est un vote de principe et pour insister, pour essayer de trouver un consensus sur ce dossier prioritaire. D'abord, je trouve que le débat sur le budget, c'est souvent fait en vase clos, c'est-à-dire qu'on discute de milliards, on ne comprend pas bien quel est le lien avec la vie quotidienne des Français dans le débat politique. Et là, c'est une façon de remettre le débat politique au centre de tout, mais au centre surtout de nos relations avec nos alliés. C'est ce qu'il a dit et c'est important de dire que finalement, ce qui se joue à l'Assemblée a des conséquences, ce qui se joue sur le budget de l'État va avoir des conséquences aussi. Donc, c'est une manière pour lui de dire attention, on n'est pas dans un vase clos, tout ce qu'on fait a des conséquences importantes. Donc, il voulait évoquer effectivement ce sujet de la défense. Pourquoi ? Parce que vous l'avez dit, c'est la phrase la plus importante à mes yeux d'un point de vue politique du discours. C'est un sujet qui peut nous rassembler. Donc, obtenir un vote aujourd'hui, même si c'est juste un vote indicatif, c'est une façon de dire, regardez, on peut avancer un peu plus sur le budget d'État et trouver des solutions. Donc, c'est à la fois une façon de mettre le budget, d'expliquer en quoi le budget est important pour la vie de la nation et expliquer aussi pourquoi les députés ont des voies de passage et le budget aurait une voie de passage, même si on sait que ça va être très compliqué. Thierry Arnaud, il demande d'approuver le principe d'une augmentation de ce budget de la défense. Hein, oui, et le moment politique, évidemment, est choisi avec beaucoup de soin et pas par hasard. On est au lendemain d'un vote qui a été compliqué sur le budget de la sécurité sociale. On est à l'amorce d'un débat budgétaire qui, lui aussi, s'annonce très incertain pour le gouvernement. Or, il sait bien, Sébastien Lecornu, que s'il y a un sujet sur lequel une très large majorité des députés est d'accord, c'est bien celui-là, évidemment. Personne ne peut contester l'importance de la menace, personne ne peut contester le fait qu'on a besoin de moyens supplémentaires pour nos armées. Je rappelle qu'en 2023, lorsqu'on avait voté la loi de programmation militaire, je dis ça de mémoire, mais en première lecture, il y avait plus de 400 députés qui avaient voté pour. En gros, tout le monde vote pour, sauf la France insoumise qui vote contre et les écologistes qui s'abstiennent. Donc c'est vraiment une façon de remettre sur la table, d'entrer dans ce débat sur le budget, un sujet qui est assez largement consensuel. Et ça, évidemment, c'est très important dans le contexte politique. Au-delà de ça, il y a deux messages qui me paraissent importants sur le fond de ce discours, autre ce qui a été déjà dit. L'accent mis très fortement sur la modernisation de l'armée. Vous avez vu quand il a égrené les 7 chantiers, on parle vraiment de choses qui sont vraiment le cœur de la modernisation de l'armée, le ciel, les drones, l'intelligence artificielle, les champs électromagnétiques, etc. Ça, c'est très important. Et puis, au passage, un chiffre qu'il a donné à la fin lorsqu'il parle de préférence européenne et lorsqu'il dit que 65% des commandes aujourd'hui en Europe sont faites pour des entreprises qui ne sont pas européennes. À qui pense-t-il ? Il pense évidemment d'abord, dans le contexte que l'on sait, aux États-Unis, à les tensions entre les États-Unis et l'Europe et la nécessité en quelque sorte de se dégager de la dépendance de nos appareils de défense vis-à-vis des États-Unis. Ça, c'est aussi une dimension très importante dans ce contexte-là. Oui, Didier François, c'est vrai que quand il égrène toutes ces menaces, évidemment, on entend partout la menace russe, mais pas seulement. Quand il appelle au réveil stratégique des Européens, il évoque effectivement le désengagement américain aussi, qui impose d'autant plus à la France d'être au premier rang. Oui, le désengagement américain est fondamental et il est concomitant à la menace russe. Il y aurait la menace russe et l'alliance atlantique traditionnelle, enfin l'Occident tel qu'on l'a connu depuis 1945, fonctionnerait, il n'y a pas de sujet. On reviendrait à la guerre froide, on sait faire, ça monterait en puissance. La grande nouveauté dans l'affaire, c'est qu'on voit aujourd'hui sur la question de l'Ukraine une tentation, en tout cas chez Donald Trump, de négocier au-dessus de l'Europe avec la Russie contre nos intérêts. Et en se disant, comme tout manière, ils sont faibles, on va se débarrasser de leurs problèmes en négociant directement avec ceux qui sont forts, les Russes, les Chinois et les autres. Donc c'est ça le vrai problème. Et aujourd'hui, pour pouvoir faire entendre la voix de la France et que la France pèse dans l'Europe, il faut une armée forte. On a la chance, le Premier ministre le rappelle, on est les seuls dans l'Union européenne, on est 2 pays en Europe, cette dissuasion et cette capacité justement de se vivre souverain en stratégie. Et ça a un coût, c'est pas tombé du ciel, c'est des années d'investissement et depuis quelques années là, on a raboté dans les dépenses militaires. On était en train de remonter. Le débat il est très concret.
s'il n'y a pas de vote sur le budget. Ça veut dire que l'augmentation du budget de la défense, il sera 3 milliards au lieu d'être 6,7 milliards. On perd pour l'année prochaine 3,7 milliards. C'est bête comme chou, mais pour les militaires et les industriels de défense, c'est le premier, les stocks de munitions, que ce soit les obus, les petites munitions ou les missiles, on devait avoir 500 millions, on les a pas. Oui, il a commencé par ça d'ailleurs. Mon général, vous connaissez c'est ça, évidemment c'est pas de ce la dossier. politique, mais ça, c'est ce qu'on met dans les Sur fusils. les munitions, le fait que c'est un tabou, il a prononcé le mot tabou, mais que souvent les soldats partent en mission sans avoir assez de munitions, ça paraît difficile à imaginer. Oui, il faut bien comprendre qu'il y a quelques années, et en particulier après la RGPP, la révision générale des politiques publiques de Nicolas Sarkozy à partir de 2008, là où on a fait des économies, ce sont les munitions. Donc on a des bâtiments de guerre, oui, les hommes, mais on a des bâtiments de guerre qui sont partis sur des théâtres dangereux. On peut penser par exemple à l'océan Indien ou la mer Rouge, et ils n'avaient pas des stocks complets. C'est-à-dire que, et ça, c'est l'obsession du Premier ministre. Et c'était déjà son obsession lorsqu'il était ministre des Armées. Eh bien, Mon général, pardon, vous venez d'évoquer justement Nicolas Sarkozy, priorité au direct, vous connaissez ça. Aujourd'hui, il sort son livre qui raconte ses déboires en prison, un mois tout juste après sa sortie de prison, et il commence, on essaie de l'entendre, il entame une dédicace dans le 16e arrondissement de Paris. Oui, il m'a dit l'histoire qu'il allait lutter les fécalités. Je vous demande de vous mettre sur la voie publique. Vous êtes sur la voie publique, vous allez là-bas. Monsieur. Non, il est sur les routes. Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous pensez? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Monsieur le Président. Merci le Président. Dans la foule, derrière les caméras, Alexis Cuvillier, Nicolas Sarkozy qui sort donc officiellement ce livre un mois après sa sortie de prison, un livre qui a déjà fait beaucoup parler, évidemment, parce que au-delà de son récit sur ce qu'il a vécu en prison, il parle aussi de politique, il parle de ses relations avec le Rassemblement national, notamment d'un appel qu'il a reçu de Marine Le Pen. Oui, ce sont les messages politiques qui ont été les plus commentés dans les pages du livre qui ont été diffusées du côté des médias le week-end dernier. Ces messages, ces pages où il explique notamment ses échanges avec Marine Le Pen, avec Sébastien Chenu. Beaucoup ont interprété ce récit et les messages qui y étaient passés comme une façon d'appeler à l'union des droites, lorsqu'il redit d'une certaine façon qu'il faut parler largement à la droite, comme lui l'avait fait, sous-entendu, en 2007. Son entourage a eu tendance à minimiser ses propos et à dire qu'ils avaient peut-être été surinterprétés et que son message s'adressait davantage aux électeurs de droite très largement que à une union des droites dans une union d'appareil, si on peut résumer les choses comme cela. Ça veut dire qu'il pense toujours que un candidat peut essayer de parler comme il l'a fait en 2007. Benjamin Haddad, pardon, je note, il y a Benjamin Haddad qui est là pour saluer le ministre chargé de l'Europe, Benjamin Haddad, qui est là pour accueillir l'ancien président. Qui est un élu Renaissance, absolument, qui doit être probablement sur le territoire de sa circonscription. Si c'est pas le cas, c'est vraiment à quelques encablures. Et on a vu aussi le maire du 16e arrondissement sur ces images. Il y a beaucoup de monde sans grande surprise à la librairie Lamartine. Justement, il faut prendre un peu de recul, évidemment, avec ce qu'on est en train de voir, Soisy Kemener, il y a beaucoup de monde, on est dans le 16e arrondissement, évidemment, des gens sont venus pour suivre cette dédicace, mais on se souvient que au moment de son incarcération, contrairement à ce qui a été dit par pas mal de soutiens de Nicolas Sarkozy, finalement, les Français, globalement, n'étaient pas choqués, c'est ce que nous disaient les sondages, en tous les cas, par cette exécution provisoire et par le fait qu'il soit allé en prison. Donc il y a quand même aussi un peu de scepticisme qu'ont certains Français par rapport à ce qu'on voit là aujourd'hui, à la rédaction de ce livre. Bien sûr, mais Nicolas Sarkozy garde des très grands fans. C'est un des plus gros vendeurs de livres politiques aujourd'hui, mais même s'il vend beaucoup de livres, assez 100 000, 200 000 exemplaires de mémoire pour son dernier ouvrage. Donc effectivement, c'est pas tous les Français, c'est quelqu'un qui clive toujours énormément. Ce qui est sorti de son livre, parce que c'est un livre où il aborde énormément de thèmes, mais effectivement tous les thèmes politiques ont pu froisser certains électeurs. On sait d'ailleurs que les électeurs LR, quand on regarde, quand on leur demande avec qui il faudrait s'associer, si c'est plutôt avec les macronistes ou avec le Rassemblement national, ils se séparent à peu près. Donc il n'y a rien
tous ne soutiendront pas ce qu'a dit Nicolas Sarkozy, mais il reste une personnalité très connue, évidemment. C'est un ancien président de la République, très clivante aussi, donc les gens peuvent s'intéresser à lui parce qu'ils ne l'aiment pas. Donc il y a quelque chose, toujours un phénomène très fort. C'est ce qu'il explique dans l'interview qu'il a donnée au Point, qui est publiée ce matin, où il explique que quand il arrive dans une pièce, il a toujours voulu être flamboyant, qu'on le regarde. Donc voilà, après, il y a une science de la communication chez Nicolas Sarkozy qui reste inégalée, avec cette capacité. Je me souviens, avec Thierry Arnaud, on suivait ensemble la campagne de Nicolas Sarkozy pour sa réélection en 2012, et il y avait une capacité, effectivement, à avoir toujours beaucoup de monde avec lui, à créer une ferveur, mais c'est vrai que c'est une ferveur qui n'était pas partagée dans l'ensemble du pays, puisque, souvenez-vous, il n'a pas été réélu. Oui, et même 5 ans plus tard, il fait 20% au premier tour de la primaire de la droite, où il est éliminé en 2017, donc il est éliminé dès le premier tour, et la finale se jouera entre Alain Juppé et François Fillon, donc ça montre effectivement qu'il y a toujours eu une grande ferveur autour de Nicolas Sarkozy, et qu'elle est toujours là. C'est un socle qui pour lui est évidemment très important, mais qui quantitativement ne représente pas forcément la majorité de la droite aujourd'hui. Et puis il y a eu les polémiques, évidemment, et il y en a peut-être une autre qui est passée un peu plus inaperçue que les débats sur la politique, sur le Rassemblement national. C'est le soutien qu'il a reçu, on a dit, du ministre de la Justice, aussi d'Emmanuel Macron. Et dans ce livre, ce qu'il nous apprend aussi Nicolas Sarkozy, c'est que lorsqu'il a rencontré Emmanuel Macron, il s'est vraiment soucié de la prison où il allait aller. Tu peux pas aller à la prison de la santé. Donc ça aussi, c'est une autre polémique du soutien appuyé d'un actuel chef de l'État à un ancien chef de l'État. Oui, qu'il raconte sans filtre et avec son style d'écriture assez direct. Paru. Sans oublier les transferts de technologie, menant à une prolifération accrue de certains États. Un successeur, il explique, et son entourage raconte qu'il y a eu entre les deux hommes des échanges qui ont été assez amicaux pendant une période, qu'il a vu parfois aussi de la cohérence dans ce que faisait Emmanuel Macron, et que d'une certaine façon tout ça depuis 2022 n'a fait que se dissoudre, sans mauvais jeu de mots. Et d'ailleurs la dissolution de 2024, Nicolas Sarkozy dit à quel point il ne l'a pas comprise, et à quel point selon lui c'est une erreur très grave qu'a fait Emmanuel Macron. Il n'y a pas en effet de passage très tendre sur Emmanuel Macron, et on voit que cette connexion entre les deux hommes, qui a parfois été mise en scène par les deux hommes d'ailleurs, parfois pour leurs propres intérêts politiques, cette connexion aujourd'hui, elle n'existe plus de la même façon. On va retrouver Sophie Dupont qui est devant cette librairie du 16e arrondissement de Paris. Sophie Dupont, on a vu quelques bousculades au moment de l'arrivée de l'ancien président qui vient dédicacer son livre, Journal d'un prisonnier. Oui, Nicolas Sarkozy qui est sa première apparition publique en quelque sorte, un mois pile après la sortie de prison de la santé. Nicolas Sarkozy qui est arrivé à l'heure et qui a remonté toute la file des Français qui étaient déjà très nombreuses pour l'attendre. Il a salué toutes les mains qui se tendaient, il n'a pas répondu aux questions des journalistes qui sont très nombreux aujourd'hui, comme vous pouvez le voir derrière moi, énormément aussi de forces de l'ordre. Il est arrivé sous les Nicolas, une arrivée donc sous les applaudissements de ces Français, malgré l'intervention de deux femelles qui ont tenté donc de perturber l'arrivée de Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy qui est actuellement à l'intérieur de la librairie pour cette première donc séance de dédicace, une séance de dédicace un petit peu particulière parce que il faut le rappeler, à chaque fois normalement nous pouvons rentrer, nous les journalistes, lors de ces séances de dédicace pour capter les échanges entre Nicolas Sarkozy et ses lecteurs. Ça ne sera pas le cas aujourd'hui, aucun journaliste est autorisé à rentrer à l'intérieur, il veut échanger uniquement avec ses lecteurs. Nicolas Sarkozy qui n'a toujours pas pris la parole en public depuis sa sortie de prison. Il n'a pas de rendez-vous dans la journée. Alors son entourage indique qu'il est prêt à rester longtemps pour signer toutes les signatures qu'il faudra. Nicolas Sarkozy qui fait sa première séance de dédicace mais qui sera suivie par de nombreux autres. Il sera notamment dans les prochains jours à Cannes, à Marseille et surtout à Menton. Pas n'importe quel endroit. Ce sera aux côtés de son fils Louis Sarkozy qui est candidat au municipal. La politique donc n'est jamais vraiment très loin avec Nicolas Sarkozy. On suit cette séance de dédicace et on verra s'il y a des politiques qui viendront rendre éventuellement visite à l'ancien chef de l'État pendant cette séance de dédicace ici donc à Paris. Oui, effectivement, on a aperçu d'ailleurs Benjamin Dapp, le ministre chargé de l'Europe. Merci beaucoup à vous, Sophie Dupont. On va revenir à la politique, on va revenir au discours de Sébastien Lecornu. On va aller tout de suite à l'Assemblée nationale. Hugo Capelli, on a entendu les mots prononcés par le Premier ministre très clairement. C'est un sujet sur lequel on peut se rassembler. On a bien compris le message du Premier ministre. L'objectif, c'est de montrer que sur un dossier comme celui-là, on peut trouver un consensus.
Oui, trouver des compromis autour du sujet des armées, le débat qui est en cours en ce moment à l'Assemblée nationale, débat qui suit donc un discours en ouverture de Sébastien Lecornu, un discours qui aura duré 20 minutes, un discours qui était important pour le Premier ministre, qui a pris le temps de le préparer. Il ne s'est pas présenté d'ailleurs aux questions au gouvernement cet après-midi pour finaliser ce discours. L'ancien ministre des Armées qui a d'abord dressé un constat de la situation internationale en parlant notamment du conflit en Ukraine, avant de demander donc aux députés de se saisir de ce sujet de notre défense, des armées, d'augmenter le budget des armées pour se moderniser avec des drones. Bon les gars, je vous donne des... Je vous propose d'écouter un extrait de ce discours de Sébastien Attends, je vais vous Lecornu. laisser écouter l'extrait, sinon je vais couper parce que bon là, ça parle un peu dans le vide. Sont déjà trop portés à croire qu'ils peuvent dormir tranquilles, qu'ils n'ont qu'à s'en remettre à d'autres du soin de défendre leur indépendance. Il ne faut pas les encourager dans cette confiance naïve qu'ils paient ensuite par des ruines et des massacres. Il faut les encourager à compter sur eux-mêmes. Ces mots sont ceux du général de Gaulle confiés à son ministre Alain Peyrefitte. Ils traduisent une volonté partagée sur l'ensemble de ces bancs, celle de ne compter que sur nous-mêmes, de ne jamais dépendre des autres, d'être souverain et indépendant. Les députés donc ouais, ça parle un peu dans le vide, donc je vous... Voilà, ça reprend à l'Assemblée, je referai écouter, mais bon là ça sert à rien. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous laisse ou j'arrête. Voilà.